ravi de vous retrouver sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture. Nous allons parler économie et exportation cet après-midi. Parce que force est de constater que la France voit chaque année son excédent commercial agricole s'effriter, diminuer. Mais il y a tout de même des secteurs qui vont bien et les semences font partie des secteurs, on va le dire, qui ont la forme, qui tiennent une bonne forme. Mais est-ce que ça va durer? C'est la question que nous poserons dans cette émission à nos invités. Marie-Cécile Damave, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome, mais vous réfléchissez au devenir de l'agriculture chez Agridé. François Burgot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des relations extérieures du GNIS. Le GNIS, je le répète pour nos amis qui ne sont pas des spécialistes de l'agriculture, c'est le groupement national interprofessionnel des semences. Donc vous regroupez tous les professionnels et les producteurs français de semences. Alors, on va commencer par les bonnes nouvelles. On dit que la France est premier exportateur mondial. Situation durable ou pas? En tout cas, situation installée. C'est pas un phénomène exceptionnel. La semence est un produit qui met du temps à être créé. Et ensuite, les agriculteurs mettent du temps à l'adopter et du temps à le cultiver. Et les paysans du monde entier ne sont pas différents des paysans français. Donc, les exportations d'aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce qu'on a fait pendant des dizaines d'années. Je voudrais quand même donner un chiffre, parce qu'il sera plus parlant pour nos téléspectateurs. C'est ce qu'on exporte, c'est l'équivalent de 70 Airbus. Alors, vous savez que quand on signe, à l'occasion de voyages officiels, 70 Airbus... J'allais vous le dire, quand on vend des Airbus au Salon du Bourget, on en entend parler pendant 15 jours. Voilà. Et vous, on n'en entend jamais parler. Voilà, on n'en entend jamais parler parce que on exporte ça toute l'année et que c'est moins parlant ou moins facile à expliquer que 70 Airbus. C'est parce que vous êtes furieusement modeste, non? Oui, alors ça c'est la nature même du monde agricole et on est partie intégrante du monde agricole. Marie-Cécile Damave, on a quand même l'impression que dans ce monde agricole, réussir c'est presque un gros mot. Oui, ben ça c'est très français, c'est pas typique au monde agricole, hein. On a du mal à afficher ses réussites. Effectivement, le secteur semences en France, la filière semences, c'est une filière d'excellence. Et peu de gens le savent. En fait, chez nous, dans notre think tank, on aime bien parler de pépites françaises. La semence, une pépite française, un concentré de valeur. Effectivement, c'est en termes de production, en termes d'exportation au niveau mondial, la France est leader. Donc effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas très connu du grand public, ni même des politiques, on a l'impression, et qui est peu mis en avant, alors que c'est essentiel finalement à la réussite de l'agriculture. Et tout ça, ça résulte d'une mise en place, comme le disait François Burgot, d'une mise en place d'une réglementation qui encourage l'innovation, qui encourage l'installation d'une filière structurée, organisée, depuis l'après-guerre notamment, avec des acteurs de premier plan, que ce soit des acteurs du secteur privé ou du secteur public, et puis une organisation avec les agriculteurs multiplicateurs de semences qui sont très structurés, très organisés, pour justement réussir à une production très diverse et de très grande qualité, et reconnue, puisqu'on est très bon à l'export, comme on vient de le dire. Et finalement, en étant bon à l'export, quelque part, ce sont les professionnels français des semences, j'allais dire, qui tirent les ficelles au niveau mondial, parce que s'il n'y a pas de semences, il n'y a pas d'agriculture. Donc c'est vous qui faites la donne. Oui, Ou je suis trop enthousiaste? Non, parce que en fait, les marchés semences sont très compliqués. Il y a énormément de réglementations, que ce soit la propriété intellectuelle, les droits de mise en marché, donc c'est des marchés difficiles. Il reste que, encore une fois, comme je l'ai dit, si un paysan a choisi une variété française, il ne va pas en changer non plus facilement. Je prendrai votre question autrement. C'est souvent, on a tendance à opposer exportation et production française. Des fois, on dit, mais pourquoi aller vendre des semences au Sénégal, au Chili, en Corée?
et pas s'occuper des paysans français. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'exportation, c'est 50% du chiffre d'affaires de la filière semence française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a encore autant d'entreprises qui créent des nouvelles variétés pour répondre aux défis d'aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils amortissent leurs recherches non pas seulement sur les paysans français, mais sur les paysans du monde entier. Et voilà, et ça c'est essentiel d'avoir ce rapport, et c'est vrai dans les semences, c'est vrai dans beaucoup de secteurs, sur le fait que l'exportation est aussi un moyen de conserver des productions nationales. Oui, et c'est vrai que ça permet de conserver aussi un secteur de recherche fort. Marie-Cécile, je pense que là, il n'y a pas photo, comme on dit. Oui, effectivement, c'est le secteur de la recherche. Il y a de la recherche publique, de la recherche privée, et puis il y a les partenariats publics-privés qui sont importants, notamment dans le secteur semences. Il y a plein d'exemples avec un fonctionnement qui dure pendant des décennies sur le long terme, avec des partenaires de grandes entreprises, de petites entreprises, et puis de partenaires publics comme l'INRA par exemple, ou comme le CIRAD, autre exemple, le CIRAD, et les instituts techniques. C'est l'équivalent de l'INRA, mais pour les pays du Sud. Voilà, pour les pays du Sud, pour les productions tropicales, effectivement. Et donc c'est parce que sur le temps long, ces gens-là arrivent à travailler ensemble, ce qui est pas évident, parce que avec une tournure d'esprit qui n'est pas forcément la même quand on est dans le secteur public ou privé, mais finalement avec des objectifs clairs, fixés clairement dès le départ, on arrive à obtenir une recherche sur le temps long, toujours. Il faut au moins une dizaine d'années pour mettre au point une nouvelle variété qui répond donc à des objectifs clairement fixés par les utilisateurs, que ce soit les agriculteurs, que ce soit une filière de transformation agroalimentaire, que ce soit les consommateurs, ou que ce soit des enjeux plus larges comme le changement climatique par exemple, ou tout ce qui est question liée au gaspillage, aux pertes et gaspillages alimentaires. Tout ça, ça demande beaucoup de réflexion, et donc une expertise, une conjonction, une convergence en fait d'expertise qui travaillent en symbiose et permettent d'obtenir ces semences d'excellence. Alors puisqu'on est dans le secteur de la recherche, on va y rester. Il y a un sujet fondamental en ce moment, c'est celui des NBT. Il y a cette fameuse décision de la Cour européenne de justice qui nous fait comprendre que pour elle, les NBT, c'est comme les OGM, donc le débat est clos. Est-ce que là, finalement, on n'est pas en train de se tirer une énorme balle dans le pied parce que on ne peut pas se priver des NBT aujourd'hui? Alors, la Cour européenne de justice a émis un avis, mais ce n'est pas une décision. On attend encore une décision de la part de la Commission européenne par rapport à ce sujet-là. Ce n'était pas toutes ces nouvelles techniques de sélection, c'était uniquement la mutagénèse dirigée par des techniques modernes. L'excellence au niveau de la recherche en France par les acteurs français, elle existe, elle est là, même sur ces technologies-là. Et effectivement, il y a une forte attente de savoir si on peut ou si on ne peut pas, si ça a un sens de faire de la recherche pour pouvoir avoir un transfert d'innovation au champ ou pas. Ça n'avait pas été possible avec la transgénèse pour obtenir les OGM, puisqu'il y a eu finalement un espèce de moratoire de fait au niveau européen de production, de culture de ces produits-là, issus de cette technologie-là. Il y a une grande question. Les acteurs français, ce qu'ils font aujourd'hui, privés comme publics, ils gardent à l'intérieur des labos l'utilisation de ces techniques-là, et on reste suspendu finalement à ces décisions politiques et réglementaires pour pouvoir avoir une application au champ. François, ça doit vous agacer quelque part quand même, cette histoire de Cour européenne de justice, parce que est-ce qu'on n'est pas en train de revivre, vous aviez perdu la guerre, enfin en tout cas certains professionnels ont perdu la guerre des OGM, et là vous risquez de perdre la guerre des NBT? Ou est-ce que vous êtes un peu comme le général de Gaulle ou comme d'autres? Non, c'est plus que de l'agacement, sur deux points. Le premier, c'est que les techniques de sélection qu'on utilisait il y a 20, 30, 40 ans étaient souvent des techniques qui avaient été mises au point par la recherche publique française. Les techniques de sélection moderne dont on parle, notamment l'édition de gènes, sont mises au point aux États-Unis. Et la recherche publique française s'est retirée de ce secteur à cause de la crise des OGM. Donc, nous ne sommes pas souverains sur les outils qui vont nous permettre de faire des variétés demain.
Deuxième problème, ces outils, ils permettent de répondre enfin, si j'ose dire, à des attentes réelles des consommateurs. Et la différence fondamentale avec les OGM, c'est que aujourd'hui, les instituts de recherche publics internationaux, des pays comme le Japon qui refusaient les OGM, tout le monde travaille avec ces techniques. Et si on est les seuls à ne pas travailler avec ces techniques, ça veut dire que nous n'aurons plus dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la souveraineté sur notre alimentation. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que je vous rappelle que les OGM ne peuvent pas être produits en France et en Europe, et surtout en France, mais ils sont consommés tous les jours. Donc, ça sera la même chose. C'est-à-dire qu'on dira on ne peut pas produire de blé sans gluten, mais par contre, le pain qu'on fera sera avec de la farine qui sera fait avec des blés qui pousseront en Amérique latine, en Australie, aux États-Unis. Mais c'est grave ce que vous dites, on peut perdre notre souveraineté alimentaire? Oui, j'en suis convaincu. Au vu de ce que disent les scientifiques, parce que je suis scientifiquement incompétent, mais au vu de ce que dit la communauté scientifique, y compris la recherche publique française, oui, ces techniques sont tellement, je dirais, précises, encore une fois, elles permettent de travailler une plante comme on la travaille depuis 15 000 ans, mais d'une manière beaucoup plus fine. Et donc, oui, par rapport au changement climatique, à la volonté des citoyens de ce pays de se nourrir mieux et dans de meilleures conditions, il est évident qu'on ne pourra pas s'en passer. Marie-Cécile Damave, quels seraient les bons arguments pour faire comprendre aujourd'hui aux décideurs, notamment aux décideurs français? On a reçu sur ce plateau le ministre de l'Agriculture, qui n'avait pas forcément un discours très clair là-dessus, qui est Michèvre-Michou. Comment on peut leur expliquer que c'est important? C'est quoi les bons arguments? C'est vrai que les décideurs politiques ont souvent un discours assez frileux sur la question. Ça reste une patate chaude depuis des années. Je pense que la question de la souveraineté alimentaire, c'est un très bon argument. C'est déjà le cas sur différents secteurs où on autorise des importations de certains produits qui sont fabriqués avec des techniques qui ne sont pas autorisées ici, des techniques ou des outils de production. Des intrants qui ne sont pas forcément autorisés en Europe, en France et en Europe. C'est déjà le cas dans d'autres secteurs. Alors, est-ce que ça a un sens? Est-ce que on parle beaucoup de décroissance? On se demande si ça vaut le coup de continuer à exporter. Est-ce que finalement les filières agricoles françaises ne devraient alimenter que le marché européen? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. À mon avis, l'Europe et la France en particulier sont dans des conditions agronomiques, climatiques, dans un écosystème d'expertise scientifique, de savoir-faire industriel, technologique, une organisation structurelle en fait, qui est très forte, qui est capable de produire non seulement pour alimenter le marché européen, mais aussi à l'export et en particulier vers des pays qui en ont besoin parce qu'ils ont une démographie galopante et parce qu'ils sont très impactés par le changement climatique beaucoup plus qu'en Europe. Donc c'est important de continuer à se positionner, nous en tant que Français et en tant qu'Européens, sur les marchés à l'international parce qu'on est capable avec nos expertises de répondre à ces besoins. Et est-ce qu'on peut jouer de façon assez perverse un coup de billard à deux bandes, c'est-à-dire produire des semences par exemple à l'ancienne comme on le fait aujourd'hui en France et puis avoir une production NBT à destination des pays qui sont intellectuellement, économiquement prêts à les recevoir? Alors, excusez-moi, moi je pense pas qu'on produise des semences à l'ancienne en France. C'est pas du tout le cas. Il n'y a pas que les NBT qui comptent. Moi je pense à la génomique par exemple. C'est une technique aujourd'hui qui fonctionne très bien, qui allie, pour faire simple, des techniques du numérique, de biostatistique, bioinformatique et de génétique. Et les acteurs français sont très bons dans ces technologies-là, et en fait, ce sont des technologies qui me permettent de connaître très finement, très bien
une diversité beaucoup plus importante de l'existant, en fait des plantes qui existent déjà, de mieux les connaître et d'aller mieux chercher du coup les caractères d'intérêt. Donc là, on va dire c'est pas contesté par la société et c'est pas un sujet qui met mal à l'aise les politiques et finalement ça se passe très bien. Donc il y a ce système-là qui existe et les technologies les plus classiques, elles fonctionnent bien. C'est vrai qu'après il y a cette question des NBT, mais on peut pas dire que la France sélectionne à l'ancienne. Non, non, j'ai bien compris, mais on peut faire les deux en même temps, avoir segmenté les marchés en disant on a une production NBT pour un certain nombre de pays et une production classique, on va dire, pour les autres pays, même avec toutes les techniques modernes que l'on applique pour la sélection. Encore faut-il être capable de les produire au champ, en plein champ. Et le problème des OGM l'a montré. Il y a eu un certain nombre de destructions d'essais. Il faut rappeler que la France était le pays européen où il y avait le plus d'expérimentation au champ d'OGM dans les années 90. La France était leader au niveau européen sur ces sujets-là, en termes d'expérimentation en plein champ. Et finalement, le sujet est devenu un sujet sociétal. C'était purement scientifique. C'est devenu un sujet sociétal de contestation et de rupture du continuum scientifique de l'innovation variétale. Et autant les essais de la recherche publique que privée, finalement, ont été fauchés les uns après les autres. Et les entreprises se sont détournées de la France et même de l'Europe pour faire leurs expérimentations en raison de ces destructions d'essais. Et finalement, ces essais, ils sont faits à l'étranger, hors des frontières européennes. Donc non, ça ne serait pas possible de produire de manière commerciale des semences produites avec des techniques NBT en France si la société ne l'accepte pas et si les autorisations ne sont pas données ou bien s'il y a un fauchage comme ça s'est fait pour les OGM en France. Donc on le voit, François Burgot, pour, j'allais dire, gagner la bataille des NBT, il faudra communiquer, communiquer, communiquer et encore communiquer. Oui, il faudra qu'on ait au moins l'occasion de démontrer aux citoyens consommateurs que ces techniques permettent de répondre à des choses qui l'intéressent et qu'il souhaite depuis longtemps. Voilà, la période difficile, ça va être celle-là. Dans les mois et les années qui viennent, avoir au moins la possibilité de faire des recherches pour qu'on puisse montrer qu'on est capable de mettre en marché des produits qui répondent aux attentes du citoyen et du consommateur. Et qui sont dans l'air du temps, dans la logique liée au réchauffement climatique, au bouleversement climatique. Oui, absolument, et qui encore une fois, on s'est tous lancé un défi tout à fait, je dirais, excitant d'une certaine manière. On a dit on veut se nourrir mieux sans utiliser de produits, de pesticides, d'herbicides, en utilisant moins d'eau, moins de terre, et en répondant à ces enjeux de modification climatique. La seule solution qui reste, c'est d'améliorer la plante elle-même. Et donc, tout ce que nous demandons à la société, c'est qu'elle nous laisse faire la preuve qu'on est capable de lui apporter des solutions. Eh bien, merci beaucoup Marie-Cécile Damas, François Burgot d'avoir participé à cette émission. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur le plateau de Village Semences au Salon de l'Agriculture. Et n'oubliez pas, la terre est encore plus belle quand on la cultive. À bientôt.